Nous sommes tous sensibles à la désinformation. 3 jeunes sur 10 pensent qu'ils sont incapables de reconnaître du fake lorsqu'ils y sont confrontés. C'est inquiétant. Ça vient d'une étude européenne de 2025 sur les jeunes de moins de 30 ans. Maintenant, il y a quand même des motifs d'espoir. 70% des jeunes européens estiment qu'ils savent détecter une désinformation. Voilà qui est quand même rassurant. C'est là qu'on peut se dire que tout n'est pas encore perdu si on a un peu d'esprit critique. D'autant que là, par exemple, avec un peu d'esprit critique, vous vous êtes rendu compte que je viens de vous donner 2 fois la même info. Mais selon la manière dont je vous la présente, surtout si je vous laisse pas trop le temps d'y réfléchir avant de passer à autre chose, vous allez avoir une approche plutôt optimiste ou plutôt pessimiste de cette même donnée. C'est ce qu'on appelle le cadrage. J'avoue, c'est un peu manipulatoire, ça influence la manière dont vous recevez l'information parce que je joue sur un biais cognitif que vous avez, qu'on a tous, qui s'appelle le biais de cadrage. Et ça a un effet réel qui se mesure. Pour tout ce dont on va parler dans cette vidéo, vous aurez des sources dans la description. Là-dessus, il y a eu en 2024 une étude dans la revue Nature. Les chercheurs ont présenté une même info de fact-checking en 2 versions sur un réseau social. Et ils ont mesuré l'engagement, c'est-à-dire les clics, les partages, et donc la diffusion de l'info. Eh bien, d'une version à l'autre, il y avait 13% de différence. Alors, qu'est-ce que c'est que ces biais cognitifs ? Pourquoi on se fait biaiser comme ça par notre cerveau ? Qu'est-ce qui lui prend de jouer contre nous ? En fait, notre cerveau s'appuie sur ce qu'on appelle des heuristiques. Ce sont des règles mentales qui lui permettent de réagir en mode réflexe, sans avoir à réfléchir. Donc de prendre des décisions rapides, sans devoir faire un raisonnement et dépenser trop d'énergie. Parce que notre cerveau, c'est quand même un peu une grosse feignasse. Flemme. Le mot heuristique a la même racine que le mot grec eureka. Vous savez, eureka, j'ai trouvé. Et il suffit de penser à Archimède, qui court tout nu dans les rues en criant Eureka, parce que, en entrant dans un bain public, il aurait eu une intuition pour résoudre un problème qu'on lui avait posé. L'heuristique, c'est une règle pour trouver une réponse rapidement. Et les biais cognitifs, ça correspond aux erreurs de jugement de nos heuristiques, quand elles nous font prendre de mauvais raccourcis, trop hâtifs, pas adaptés pour la situation. Pour Archimède, en l'occurrence, l'intuition était bonne. Donc, Archimède, pas habillé, se cogne hâtif. Biais cognitif. Bon, on s'en fout. C'était pour imager. Alors, dans la vie de tous les jours, les heuristiques, c'est hyper utile. Mais sur les réseaux sociaux, nos biais cognitifs peuvent être piégeux. D'abord, les plateformes et leurs algos de recommandation exploitent ces biais pour capter notre attention, et puis les autres sur la plateforme peuvent en jouer pour nous manipuler. Donc ça favorise la désinformation et la polarisation, plus ou moins, selon le contexte, mais dans tous les cas, il est utile de connaître ces biais. Donc, on va les voir vite fait. Après, attention, il suffit pas de les connaître pour s'en défaire, ce sont des automatismes ancrés profondément, donc c'est chaud. Et par contre, savoir comment ils peuvent être exploités sur les réseaux pour nous manipuler et nous faire gommer du fake, ça c'est essentiel pour éviter de se faire avoir. Plus on voit une info, plus elle nous paraît crédible. Ça c'est déjà un moyen de manipulation qui est redoutable. Il suffit qu'on nous répète un fake, et on va y croire plus facilement. Et via différents canaux, là, c'est encore plus efficace. C'est ce qu'on appelle l'effet de vérité illusoire. C'est notre tendance à croire plus facilement qu'une info est vraie, juste parce qu'elle nous a été répétée plusieurs fois. Alors, on l'étudie depuis les années 70, donc ça date pas du net, mais ça a été bien mis en évidence sur les réseaux sociaux, par exemple, par cette étude de l'université de Yale en 2019, qui a montré que lorsqu'on présente aux participants une affirmation dans plusieurs publications, ils la jugent ensuite plus crédible. Et même une semaine plus tard, ça persiste. Ce qui incite évidemment à vérifier ce qu'on voit passer dès la première fois. Et les réseaux sociaux sont hélas un terrain formidable pour exploiter cet effet de vérité illusoire. Idéal pour habituer les gens à des fakes que vous leur diffusez en masse, avec des faux comptes, avec des techniques comme l'astroturfing ou le blanchiment d'infos. Bon, tout ça on en avait déjà parlé dans d'autres vidéos vite fait. Et cet effet de vérité illusoire, il est renforcé par d'autres biais. Si je vous demande de répondre là du tac au tac, qu'est-ce qui cause le plus de morts chaque année ? Les requins ou la foudre ? Je parle sur le monde entier, hein. Si vous êtes en Suisse, évidemment qu'il n'y a plus de requins. Alors, vous avez peut-être répondu comme ça spontanément les requins. C'est ce que font la plupart des gens quand ils donnent une réponse sans réfléchir, parce que les attaques de requins, c'est un sujet très médiatisé. Mais, en réalité, les décès par attaque de requins, c'est nada. En 2024, il y en a eu 4,
sur quelques dizaines d'attaques, alors que les morts par foudre, dont on parle moins, sont évalués à plusieurs milliers chaque année. Je parle bien sûr toujours dans le monde entier. Et là, ce qui joue, c'est le biais de disponibilité, qui a été mis en évidence dès 1973 par Tversky et Kahneman, l'auteur de ce bouquin bien connu sur les deux vitesses de la pensée. Ce raccourci cognitif fait que nous estimons la probabilité d'un événement, sa fréquence ou sa vraisemblance, en fonction de la facilité avec laquelle on en trouve des exemples, qui nous viennent à l'esprit. Si un événement ou une info est facile à rappeler, qu'il est disponible en mémoire, parce qu'on l'a récemment vu ou beaucoup vu, on a tendance à croire que cet événement est plus fréquent qu'il ne l'est réellement. Et ce qu'on voit passer sur les réseaux sociaux joue évidemment. Il y a par exemple cette étude chinoise de 2024 qui s'est intéressée au phénomène concernant là des désinformations sur la santé. Par exemple, si en période d'épidémie, on voit passer 5 publications sur 10 qui parlent d'effets secondaires de vaccins, on va les percevoir plus fréquents qu'ils ne le sont en réalité. Voici une image. Si je vous la présente comme ça, dans une publication sur un réseau social, la première question qui se pose, c'est sur quoi allez-vous cliquer ? Bon, vous avez peut-être eu envie de cliquer sur tel ou tel emoji selon l'émotion que vous a suscité l'image. Les réseaux sociaux s'appuient sur les émotions, et ils les encouragent même. Tout y est pensé pour maximiser notre engagement, nos clics. Sous chaque publication, on a des emojis pour réagir, aimer, disliker. Sur Facebook, on en a même carrément toute une palette. On nous incite à exprimer des émotions. La plateforme ensuite les expose et elle en fait même des mesures. Et ce sont évidemment les contenus les plus chargés émotionnellement qui déclenchent ces clics et ces partages. Donc on a intérêt à susciter l'émotion. Il y a des études qui ont montré que l'émotion rend le contenu plus viral. Mais ce contenu peut évidemment être juste un fake. Et dans ce cas-là, on aura joué sur votre émotion pour donner de la visibilité au fake et vous le faire partager avant même de vous être demandé si c'était authentique. Eh bien là, joue ce qu'on appelle l'heuristique d'affect. C'est le réflexe qui nous fait juger une information d'abord selon ce qu'on ressent avant de faire appel à notre raisonnement. Alors, concernant les réseaux sociaux, il y a une étude intéressante de chercheurs de Cambridge en 2020 qui a montré que quand on demande à des gens d'évaluer des publications en se fiant juste à leurs émotions, ils se montrent plus crédules face aux fausses nouvelles. Nos émotions peuvent renforcer la croyance dans des fausses informations en court-circuitant notre raisonnement critique. Et ça joue à plein sur les réseaux sociaux lorsque les informations nous sont présentées de manière à susciter notre émotion. Donc, le premier clic à faire dans ce cas, si ça nous touche, c'est pas forcément un clic sur les icônes en dessous, là. C'est peut-être d'abord un clic ailleurs, genre dans un moteur de recherche, pour aller vérifier qu'on n'est pas en train de se faire avoir. Pareil, quand on voit passer un article dont on n'a que le titre et la photo, ça peut être un bon réflexe de l'ouvrir et de lire ce dont il s'agit vraiment, et s'assurer que c'est réel, avant de le partager sous le coup d'émotion. Au moment où le président français Emmanuel Macron appelle activement à préparer les hôpitaux à la guerre, se construire un bunker souterrain luxueux... Je partage sans vérifier, je suis un gros gougnafier. Ce type de publication, ça tourne aussi parce qu'on croit que la source est fiable. Vous voyez, cet article, en réalité, c'est un faux média qui imite le vrai, jusque dans la présentation de son site. Et ça, c'est pour exploiter le biais d'autorité. Si une source nous paraît crédible, ce qu'elle dit nous paraît plus facilement vrai. Et c'est là-dessus que jouent, par exemple, toutes ces publications bidons, là, qui imitent des médias connus, avec des personnes connues. Ça incite, évidemment, à vérifier que la source indiquée est bien la bonne. Le simple fait qu'une info soit beaucoup partagée joue aussi sur la manière dont on va la trouver crédible. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale. Nos jugements sur une info dépendent du contexte social dans lequel on la reçoit. Dans cette étude, parue dans Nature en 2024, des chercheurs de l'université de Cambridge ont mesuré comment le contexte joue. Ils ont pris différents groupes de participants et ils leur ont présenté des infos sur les réseaux sociaux, pour certains avec beaucoup de likes, pour d'autres très peu. Et parfois avec des commentaires positifs ou négatifs, et parfois avec rien du tout. Et ils ont observé en quoi ça influait. Eh bien, ça ne joue pas dans tous les cas. Quand une info semble faire un large consensus positif, les participants ont tendance à la juger plus crédible, même si elle est fausse. Et quand il n'y a aucun indice social, ils sont plus méfiants. Et cet effet est particulièrement fort pour les personnes qui n'ont pas l'habitude de vérifier les sources. Mais ce qu'ils ont aussi observé, c'est que, en présentant des fausses infos, les participants sont plus facilement sceptiques si elles viennent d'un camp politique opposé au leur. La popularité des likes joue encore, mais moins. Alors que, dès qu'elles sont alignées avec leur propre camp politique, ils jugent les fausses infos plus crédibles. Tiens là-dessus, vous pouvez vous poser la question,
Quand est-ce la dernière fois que vous avez corrigé quelqu'un de votre camp, idéologique ou politique? Et est-ce que ça se produit davantage ou moins souvent que quand vous corrigez les fakes d'un autre camp? Alors, vous allez peut-être me dire, oui mais moi je suis dans un camp qui produit jamais de fake. Là je pense qu'il faut que vous soyez plus attentif. En tout cas, ça c'est quelque chose qui a été mesuré par pas mal d'études récentes. Quand une info touche à son identité, qu'elle soit politique ou communautaire, on l'évalue en priorité avec le but de protéger son camp plutôt que de chercher si elle est vraie ou fausse. Ça c'est ce qu'on appelle le raisonnement motivé. Et alors là-dessus, la formulation d'une info joue beaucoup sur sa diffusion auprès d'un groupe partisan. Dans cette étude de l'Université de New York en 2017, des chercheurs ont analysé masse de tweets sur des sujets polarisants. Quand un tweet critique une position adverse en utilisant un mot avec une dimension morale et émotionnelle, genre un adjectif traître, corrompu, injuste, dégueulasse, eh bien il est diffusé environ 20% de fois plus qu'un tweet plus neutre dans le même camp idéologique. Et plus on met de ces mots, plus ça se diffuse. Ces effets du raisonnement motivé sont d'autant plus présents sur les réseaux sociaux que on choisit qui on veut y suivre. On choisit à quel groupe on veut appartenir, ceux qui correspondent à nos idées, à nos croyances, à notre identité sociale. Et on va ainsi se trouver confronté à ce qu'on appelle des chambres d'écho, où on va croiser plus facilement des idées, des infos qui vont conforter nos propres opinions et flatter notre biais de confirmation. Alors le biais de confirmation, c'est notre tendance à nous intéresser seulement aux infos qui confirment ce qu'on croit déjà et à minimiser les autres infos. Ça, ce biais-là, il est connu, on l'étudie depuis les années 60, et si vous voulez, j'en ai parlé dans une autre vidéo chez Info ou Mytho. Enfin, comme on l'a évoqué plusieurs fois, l'un des effets qui joue le plus, c'est la paresse cognitive. Cognitive miserliness. C'est notre tendance à nous appuyer sur notre intuition plutôt qu'une vraie réflexion, et donc dire qu'on aime, qu'on déteste, partager, tout ça sans avoir approfondi ni vérifié. Et c'est cette inattention, conjuguée à tout ce qu'on a vu, qui fait que des fakes se diffusent. Tous ces biais ne s'activent pas isolément, ils s'entrecroisent, et c'est ça qui rend la désinformation en ligne si efficace. Mais on peut essayer d'y être plus attentif, et rester bien conscient sur les réseaux sociaux de toutes ces façons dont on peut se faire biaiser. Voilà. Alors, j'en devine qui sont frustrés parmi vous. Parce que sur l'histoire de Syracuse, là, on a glissé un peu vite, tel Archimède sur une savonnette à la sortie du bain. Il y en a qui sont encore tracassés depuis le début de la vidéo parce que ils se demandent pourquoi Archimède a bien pu sortir en courant du bain. Et surtout un bain public, je veux dire, c'est pas courant de courir tout nu dans les rues. Eh bien, il aurait trouvé, dit-on, la réponse à une question du roi de Syracuse, à qui on avait fait une couronne en or, mais le roi soupçonnait qu'elle n'était pas vraiment en or massif. Le roi avait donc demandé à Archimède de fact-checker tout ça. Et Archimède, en se plongeant dans le bain, a eu l'intuition que, en plongeant une masse d'or massif identique à celle de la couronne, on verrait bien si elle déplace exactement le même volume d'eau. Dans ce cas-là, ça voudrait dire que c'était bien de l'or de même masse volumique. Et, comme ça n'a pas été le cas, il a été montré ainsi que le joaillier avait fraudé le roi. Et du coup, Archimède a dit au roi « Vas-y, sire, accuse !» Bref, on n'est pas sûr de l'authenticité de cette histoire, qui a peut-être été un peu enjolivée au fil des versions, jusqu'à celle-ci d'ailleurs, mais en tout cas, on attribue bien à Archimède l'étude des corps émergés. Allez, et comme dirait Archimède, sortez couverts, et prenez le temps surtout.